Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toute la communauté. J'espère que vous allez bien aussi. Je viens avec une petite histoire que m'avait racontée ma mère il y a longtemps. Pour commencer déjà, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que récemment, j'ai entendu beaucoup d'épisodes sur les jumeaux. Et je voulais aussi rebondir sur certains commentaires qui disent par rapport à l'histoire où j'ai vu le revenant, quand je dis que je ne suis pas médium et que les gens disent que oui, mais tu es déjà médium. Non, je ne pense pas que je sois médium. Après, dans ma famille, il y a un don et on a le don des songes et j'entends souvent nos frères gabonais qui disent ils disent la tête ouverte, voilà. Donc, c'est pas que je vois les morts tout le temps. C'est pas que je vois les morts tout le temps. Je les vois. Certains ne les voient pas, mais je les vois. Et souvent, j'ai la capacité de voir des gens qui viennent de décéder ou alors, et ça j'ai arrêté parce que dans ma capacité à voir les songes, j'arrive à aller là où ils sont. En songe en fait, j'arrive à aller les voir là où ils se reposent. Maintenant, étant donné que je suis chrétienne, je fais tout pour renoncer à ça parce que on dit qu'il ne doit pas avoir de contact entre les vivants et les morts. Je fais tout pour y renoncer, mais plusieurs fois, je me suis retrouvée de l'autre côté. Et je peux vous dire que c'est pas agréable. Pour ceux qui ne sont pas morts en paix, c'est pas agréable. Et tout comme l'histoire que j'avais racontée où j'avais vu la sœur jumelle d'une bonne amie à moi au Ghana. Donc j'ai cette capacité de voir des morts. Récemment, j'ai vu aussi le père de quelqu'un qui est décédé. Donc j'ai cette capacité, mais je ne suis pas médium. C'est-à-dire que je ne rentre pas en contact avec eux. Je ne les invoque pas. Je ne, je ne veux pas leur parler, en fait. Parce que après, déjà même quand je fais des songes, après ces songes-là, je suis vidée de mon énergie. Excusez-moi pour le terme, mais je fais de la diarrhée. Donc, parce que je dois me purifier d'une certaine manière et donc je ne veux vraiment pas avoir affaire avec les morts. Après, c'est un don ou une malédiction, je ne sais pas, mais je ne veux pas. C'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, pour revenir à l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, j'ai entendu tellement d'histoires sur les jumeaux et donc ça m'est revenu en mémoire. Faudrait savoir que moi, je suis un enfant, on va dire, les enfants qu'on appelle des accidents, voilà. Donc, je suis à la base un enfant issu d'une relation déjà extra-conjugale. Et lorsque ma mère m'attendait, elle a tout fait pour se débarrasser de moi. Sauf que lorsqu'elle a tout fait, quand je vous dis tout fait, elle allait voir tous ceux qui pouvaient le faire et toutes ces personnes ont toujours refusé. Et
C'est après, donc elle essayait parce qu'elle cachait la grossesse. Elle essayait et c'est son entourage qui allait dans des endroits où on leur disait: «Ah, dites à la dame de pas faire d'avortement parce que si elle le fait, il y a pas que l'enfant qui va mourir, elle aussi elle va partir». Et donc l'histoire commence là. Je ne sais pas parce que ma mère ne m'a jamais dit clairement ce qu'elle a eu à faire, mais de ce que je comprends, c'est que je suis un enfant jumeau parce que c'est elle me l'a dit, je suis un enfant jumeau et donc comme je suis venue, moi je suis restée en vie, mon jumeau ne voulait pas, en fait ma jumelle ne voulait pas que je reste. Il fallait qu'on parte tous les 2. Il fallait pas que moi je reste. Alors qu'est-ce qui se passait? C'est que quand on est rentré de la maternité, tous les soirs, il y avait un chat qui venait à la porte, en fait à la fenêtre, qui venait pleurer. Et vous voyez, vous savez qu'un nouveau-né ne roule pas. Un nouveau-né ne roule pas. C'est l'enfant commence à rouler à partir de 3 mois. Que l'enfant commence à rouler pour se mettre, excusez-moi, se mettre sur le dos et puis se mettre sur le ventre et puis apprendre à ramper. Voilà. Sauf que moi, donc quand le chat commençait à miauler, le chat commençait à miauler, bah moi, je disparaissais en fait de la chambre. Et ma mère était souvent, elle se réveillait en panique, elle ne me retrouvait pas dans le lit. Je ne pleurais pas, donc elle me cherchait partout. Et elle finissait toujours par me retrouver quelque part, soit sous le lit, soit, voilà, donc déjà même la dimension du lit, elle disait: «Un nouveau-né ne pouvait pas rouler au point de tomber». Donc même quand elle allait à la douche, elle allait prendre sa douche et revenait, elle ne me retrouvait pas et c'était comme ça. Elle, ne comprenant pas ce qui se passait, se dit: «Mais c'est quelle histoire?» Et donc ce jumeau qui ne voulait pas me laisser, bah, bataillait avec moi. Moi, je ne sais pas, j'en ai pas conscience parce que j'étais bébé. Donc tout ça, ce sont des faits qu'on m'a racontés. Donc ce jumeau bataillait avec moi et donc dans les batailles, ça faisait que j'étais tout le temps malade. C'est-à-dire que j'étais un enfant maladif, tout le temps malade et ça faisait que, heu, malgré qu'on m'emmenait dans les hôpitaux et tout, ça ne marchait pas. On a dû me trouver des guérisseurs et même ça, on disait à ma mère: «Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices». Donc, elle a commencé à faire, elle a dû acheter des trucs, faire, des sacrifices, donner des bonbons aux enfants et tout. Et à partir de là, la maladie a commencé, les maladies fortes ont commencé à s'estomper. Ça a commencé à s'estomper, mais je ne marchais pas. Donc à l'âge où je devais marcher, je ne marchais pas. On a dû faire appel à un prêtre exorciste, heu et ce prêtre exorciste, d'ailleurs, je ne savais même pas que les prêtres pouvaient faire ça. Ce prêtre exorciste m'a fait un rituel, des scarifications, des machins. En fait, il m'a blindée, voilà. Il m'a blindée, il a ordonné, heu, à ce jumeau-là de me laisser tranquille. De me laisser tranquille que, voilà, moi, j'avais, je suis là pour un but et donc il faut que j'accomplisse ce but. Donc il a ordonné à ce jumeau de me laisser tranquille et avec ces blindages, parce que j'ai marché très tard. On pensait même que j'étais handicapée parce que je marchais pas. Je marchais pas jusqu'à 1 an, je marchais pas. Donc, ce prêtre exorciste m'a blindée. Il m'a blindée, il a chassé le jumeau et voilà. À partir de là, tout allait bien. Il y avait plus les cas de disparition de la maison, des, donc heu, seulement parce que c'est jamais sans conséquence. Dans mon entourage dans mon entourage, je peux pas être amie avec quelqu'un sans qu'au bout de quelques
jour où moi, j'apprenne que cette personne a un frère jumeau ou a une sœur jumelle. Et j'ai aussi la capacité de déjà vu. Voilà. C'est-à-dire que je peux dormir, donc la capacité de songe. J'ai des songes où je vois tout ce qui peut se passer. Et quand je le vois, ça se passe exactement pareil. Et donc, je suis des fois en mode, mais j'ai déjà vu. J'ai déjà vu ou même vécu la scène. Et, euh, et souvent, au départ, je ne prenais pas vraiment conscience de cela. Et c'est quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à écrire. Et ça fait que chaque fois que j'écrivais ce que je voyais, quand ça se réalisait, bah, je revenais voir la date à laquelle j'avais vu. Des fois, c'est la veille, je vois quelque chose qui est en train d'arriver. Le lendemain, ça arrive, ou 3 jours après, ou un mois après, ou un an après, ou ça dépend. Mais ça finit toujours par se réaliser. Et il y a ça, et puis des aspects très forts. Donc, je vais m'arrêter là et je vous ferai une autre histoire. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Que Dieu bénisse vraiment votre page parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis votre chaîne et je n'ai jamais eu le courage de me présenter ou du moins d'expliquer une histoire. Mais ce soir, je pense que ça peut sensibiliser d'autres âmes. D'abord, DMG, je tenais vraiment à te remercier parce que tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie et je suis vraiment très, très, très reconnaissant envers toi. Voilà. Donc du coup, là, je rentre dans le but du sujet. Voilà. Bon, moi, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, je ne vais pas donner plus de détails que ça. Je suis un jeune Ivoirien qui vit dans une localité de la Côte d'Ivoire. Bon, je vis en province, pour être plus précis. Voilà. En fait, j'ai fait toutes mes études à Abidjan et après, bon, ça n'a pas marché. Je suis venu au village. Vous connaissez, c'est la vie de tout un chacun. Voilà. Arrivé au village, j'ai rencontré une jeune fille. Une jeune fille avec qui j'ai partagé beaucoup de bons moments. Voilà. Mais après, les parents n'ont pas voulu, sous prétexte que j'avais rien. Ça a été vraiment un tapage, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc la fille et moi, nous nous sommes séparés. Et quelques temps après, j'ai rencontré celle avec qui je suis aujourd'hui, ma femme, avec qui nous avons eu une fille. Une fille du nom de... Bon, je ne vais pas donner le nom de ma fille. Bon, je ne sais pas si c'est trop important, mais puisqu'elle est décédée, et c'est même son histoire que je viens vous raconter aujourd'hui. Voilà. J'ai eu ma fille en 2002. Pardon, 2022, autant pour moi. 2022. Et pendant sa première année, vu ma situation, je n'ai pas pu fêter son anniversaire. Chose qui m'avait vraiment touché. Et je me suis juré que à la deuxième année, j'allais tout faire pour faire au moins un petit truc, fêter l'anniversaire de ma fille chérie.
Et à 3 jours de son anniversaire, la mère de ma femme appelle ma femme pour dire qu'elle doit rentrer au village parce qu'il y a son père qui vient de décéder. Vu la situation, je ne pouvais pas refuser. Et c'est comme ça ma femme est partie avec ma fille. Dès son arrivée, le lendemain, elle m'appelle pour me dire que l'enfant ne se porte pas bien. Dès le lendemain, elle m'appelle pour me dire que l'enfant ne se porte pas bien. Et je lui ai fait un dépôt de 5 000, je crois. Ouais, 5 000. Parce que pour moi, c'était un petit truc. Je me suis dit, bon, achète des paracétamol ou bien sirop. Bon, d'ici demain, on voit la situation. Et puis, moi aussi, je vais tourner de mon côté pour voir ce qu'on peut faire. Je l'ai envoyé le dépôt à 14 h, je crois. Ouais, c'était 14 h. À 17 h, je rappelle pour voir comment va ma fille. Et je rappelle, je tombe sur... C'est sa soeur qui décroche le téléphone de ma femme en pleurant que ma fille venait de décéder. Que quand j'ai envoyé l'argent, elle a pris la fille pour aller à l'hôpital. Sur la route de l'hôpital, ils n'ont même pas arrivé à l'hôpital. Elle était déjà décédée. Ça a été... Imaginez-vous, ça a été vraiment un grand choc. Puis, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Jusqu'à présent, je pleure encore. Ok, donc, on me dit que ma fille est décédée. J'ai fait tout. Je me suis dit que je ne peux pas aller. Je ne peux pas voir où ma fille est enterrée. Non, du moins, je ne peux pas rester là sans voir où ma fille va être enterrée. Autant pour moi. Je décide comme ça de partir. Au moins voir où ma fille est décédée. Parce que tout compte fait, le père de ma femme était décédé. J'allais forcément m'y rendre. Et vu que ça a été précipité, donc je décide de partir même sur le champ. Et comme dans le début, je vous disais que je sortais avec une fille, qu'après on s'est laissé. Cette fille, plus tard, quand on s'est laissé, elle est... Bon, comment vous dire, c'était une fille... Bon, je ne vais pas dire une fille de joie, mais c'était une fille en qui, bon, tu es avec elle, mais tu n'as pas confiance en elle à 100%. Ouais, c'est une fille aussi, tu sais que ouais, elle est avec telle personne, donc c'est un truc comme ça. Bon, j'espère que les garçons, vous comprenez. Ok. Mais du coup, quand je me suis séparé avec la fille, soudainement, elle est devenue très, très, très chrétienne. Elle a vraiment donné sa vie à Jésus. Et puis, même pour ses cheveux, on voyait même plus sa tête. Elle ne permettait même pas qu'on voie une partie de son corps. C'est-à-dire, elle était tellement ancrée en Jésus que bon, elle a eu aussi une bonne personne avec qui elle est restée. Bon, bref, je vais dans le but du sujet. Et quand j'apprends le décès de ma fille, je décide de partir. Et bizarrement, cette fille me trouve au lieu où je travaille et elle me demande de ne pas partir. Parce que si je vais, non seulement ils vont enterrer le papa de ma maman, ensuite enterrer ma fille, et moi après, que je ne vais même pas arriver, je serai enterré. J'ai dit, mais alors que je meurs, parce que
je ne peux pas rester là sans savoir où ma fille a été enterrée. Je ne peux pas rester. Et elle a insisté. Et moi aussi, je persistais à partir parce que je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas rester. C'est ce que je lui disais. Et elle a même failli couler des larmes pour moi, en me disant de ne pas partir. Je lui ai dit, s'il faut que je meure, je vais mourir pour ma fille. Parce que je ne peux pas rester là sans savoir où ma fille a été enterrée. Et je me suis entêté. Au fait, je fais cet audio par rapport à, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans, je suis DMG TV. Excusez-moi, je ne vais pas prendre plus de temps, comme nous connaissons le timing de DMG TV. Excusez-moi pour la longueur. Voilà. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas rester indifférent face à cette situation de ma fille. Et je me suis entêté. Ma mère aussi a dit que forcément elle devait m'accompagner. Je lui ai dit ok. Je me suis endetté, vu ma situation. Je me suis endetté pour payer le transport de moi et ma mère pour qu'on aille. Je prends l'argent. Je fais un petit sac à dos là. Et ma mère aussi, elle fait un petit sac. On part sur la route. On emprunte un véhicule. Chez nous en Côte d'Ivoire, bon, je pense que c'est partout en Afrique, toutes les routes ne sont pas bitumées. Voilà, et puis j'ai dit, j'étais dans une province. Voilà. Et nous empruntons le véhicule. À seulement, je peux dire 100 mètres, à seulement 100 mètres de la route, quand le chauffeur a démarré, le chauffeur, vous connaissez les voies non bitumées, juste un petit trou, les routes sont comme, il y a un creux ici, et un petit creux seulement, le pneu entre, et puis vous voyez, tout le monde se secoue un peu, tout le monde bouscule un peu dans le véhicule. Et en ce moment, je constate que tout le monde a bousculé, mais c'est moi, ma chaise est cassée jusqu'au point où je suis arrêté dans le véhicule, moi seul. Je n'avais plus de place. Mais le chauffeur continue à rouler, mais je constate, même en essayant d'arranger, c'est pas possible. Je ne peux même pas arranger mon siège. Et le chauffeur continue de rouler. Je pense que j'étais en train d'arranger. Nous avons fait au moins 200 mètres encore. À 300 mètres, il y avait un corridor. Les corridors, c'est... vous connaissez les corridors en Afrique, dans les provinces, là, avec des petites cordes et il y a des policiers et tout. Voilà. Arrivé à ce niveau, le chauffeur a garé et les policiers sont arrivés. Dès que les policiers nous ont garés, je vois la même fille qui a emprunté une moto pour poursuivre le camion. Dès que le chauffeur a garé, je fais comme ça par la fenêtre, je vois la fille, elle me fait le signe du bras, descends. Je dis, mais attends, c'est sérieux. Et c'est en ce moment, je me suis rappelé de DMG. En suivant, en me disant, parce que toujours on entend ces DMG TV, suis ton intuition. Et c'est en ce moment, tout ça est revenu dans ma tête. Elle me dit ça. On fait un petit creux et c'est moi seul qui peut même plus m'asseoir dans le véhicule. En fait, tout est revenu dans ma tête en même temps. J'ai analysé la situation, je pense à DMG, parce que je suis beaucoup. Je pense à DMG et je mets la main dans la poche, j'enlève l'argent, je paye le transport de ma maman et je lui dis de continuer et moi je descends. Ma mère qui me disait, mais
pourquoi tu descends? Tu vois, mais on va, pourquoi tu descends? Bon, vous connaissez le tapage des mamans africaines. Mais malgré tout, je l'ai laissé partir. Et moi, je suis descendu. Et la fille m'a dit, monte sur la moto, on va partir. Je lui ai dit, non, je préfère marcher. Et j'ai marché les 300 mètres pour me retourner dans mon village. Et quelques temps après, j'ai appelé ma mère pour voir si elle était bien arrivée. Elle me dit, oui, effectivement, nous sommes bien arrivés. Mais arrivé dans tel coin, au moins à 45 km plus tard, nous avons eu un accident. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, ni de morts. Mais je me disais, si j'étais resté dans ce véhicule, peut-être à cause de moi, ou bien qu'est-ce qui allait m'arriver? Voilà. Malheureusement pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où ma fille a été enterrée. Malheureusement pour moi. Mais quand même après, j'ai assisté aux obsèques du papa de ma maman, du papa de ma femme, autant pour moi. Et tout s'est bien passé. Voilà, DMG, c'est l'histoire que je voulais raconter pour dire que, comme moralité, suivre toujours ses intuitions. Voilà, merci vraiment pour ta page. Elle nous sensibilise vraiment beaucoup. Voilà, moi je peux dire qu'aujourd'hui c'est un témoignage que je rends par rapport à ta page. Vraiment, merci beaucoup. Continue à faire ce que tu fais parce que moi, je suis vraiment accro à ta chaîne, franchement. J'ai commencé à te suivre depuis l'épisode 85. Voilà. La dernière épisode que j'ai suivi aujourd'hui, nous sommes à 921. Donc imagine un peu le temps que je prends pour t'écouter. Voilà. C'est l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour à tous, bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Alors, je reviens encore aujourd'hui pour raconter une autre histoire que je vais intituler Savoir lire les événements. Alors, c'est l'histoire de la copine de ma petite sœur et on va la nommer Sandrine. Et donc, Sandrine a perdu sa maman depuis sa plus tendre enfance. Et donc, vraiment, c'était un peu difficile parce qu'elle a grandi avec sa marâtre. On sait tous comment ça se passe. Si tu tombes sur une marâtre qui n'a pas un bon cœur, vraiment, tu vas vivre le calvaire. Et vraiment, c'est ce qu'elle vivait. Donc, elle manquait même de la nécessité, vraiment, elle manquait ça. Et donc, elle a eu le bac. Dieu a fait grâce, elle a eu le bac. Et elle voulait aller dans une autre ville, à la capitale politique de chez nous, faire taire le pays. Et donc, elle dit à ma petite sœur, on va la nommer Jessica, elle dit à Jessica, moi vraiment, je dois partir à la capitale parce que là-bas, il y a la fac et moi, je veux aller à la fac. Donc, je ne veux pas rester ici. Ici, là, je ne vois pas d'issue. Ma petite sœur lui dit genre, ah, moi, je suis pas vraiment, je ne te vois pas là-bas. Je te vois pas là-bas. C'est mieux que tu restes ici, que tu saches, enfin, que tu essaies de faire autre chose, mais aller là-bas, avec tous les bruits qu'il y a là-bas, vraiment, je préfère pas. Elle s'est entêtée, elle est partie. Bon, la première année, ça s'est bien passé, et tout, et tout, et tout. Et quand elle arrive là-bas, elle croise un garçon. Elle croise un garçon. Je tiens à rappeler que cette fille-là, quand elle était partie, elle était encore très jeune, elle était vierge. Donc, elle part là-bas, elle rencontre un garçon. Au départ, elle a résisté. Et bah, malheureusement, bon, heureusement ou malheureusement, voilà, ils ont fini par commettre l'irréparable. Maintenant, le garçon lui dit non, je ne vais pas te quitter pour ça, arrête de te faire des illusions et tout, et tout, et tout. Chemin faisant, elle est passée en deuxième année, toujours avec le même garçon et tout, et tout, et tout. Et en troisième année, elle est tombée enceinte. Avant même qu'elle dise à ma petite sœur,
Ma petite sœur l'a rêvé. La rêve lui dit que, ah, regarde, moi, je t'ai rêvé que tu es enceinte. Mais comment faire attention? Et donc, Sandrine dit, mais non, toi aussi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas enceinte. Elle n'avait jamais dit à ma petite sœur que, ah, voilà, moi ici, j'ai rencontré quelqu'un et tout, et tout, et tout. Elle n'avait jamais dit. Et donc, chemin faisant, la fille, à 2 mois, constate que, ah, je me sens pas bien, je suis tout le temps malade et tout, tout, et tout. Elle fait le test, elle est enceinte. Quand elle est enceinte, elle va dire forcément à son copain, on va le nommer Franck. Donc, elle va dire à Franck, ah Franck, vraiment, moi, là où je suis ici, là, vraiment, je suis enceinte et tout. Franck s'énerve. Franck me dit, non, tu ne veux pas être enceinte. Moi-même ici, là, c'est mes parents qui prennent soin de moi. Tu vas te permettre d'être enceinte. Non, 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 ça ne marche pas. Il faut que tu avortes. Et dis-moi, je ne vais pas avorter. Je vais avorter pourquoi? Hein? On a déjà fait une erreur. Comment on va encore rajouter une autre erreur sur une autre erreur? Je ne veux pas avorter. Maintenant, les parents de Franck ont appelé Sandrine pour la menacer. Non, toi, tu ne peux pas être enceinte. D'ailleurs, toi, on ne te connaît pas. On sait peut-être que tu veux à tout prix rentrer dans notre famille. Et la maman de Franck lui dit, moi vivant, tu n'entreras jamais dans notre famille. Bon, elle a pris ça juste comme ça. Elle s'est juste dit que peut-être que c'est juste une mère qui est déçue de son fils. C'est passé. Après, le papa de Sandrine appelle Sandrine, lui dit, ah, écoute maman, tu es ma fille, je préfère que tu reviens ici à la capitale économique, comme ça, moi-même, je vais prendre soin de toi. Le papa là est resté avec sa fille, la grossesse a évolué et tout. Aucun appel de la maman de Franck, aucun appel du papa de Franck, aucun appel de Franck. Donc, on l'a abandonné à elle-même. Et après, le papa de Franck a appelé la maman de... Non, qu'est-ce que je dis? Le papa de Sandrine a appelé la maman de Franck. Ah, mais regarde, depuis que l'enfant est là, vous ne venez pas la rendre visite et tout, et tout, et tout. Il faut que ça change. Moi, je ne vous ai pas dit de prendre soin de ma fille, mais au moins, l'enfant qui est dans son ventre, c'est votre petit-fils. La maman a réitéré ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, moi, je ne veux pas que cette fille-là rentre dans notre famille. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Le papa s'est dit, ah, moi, je ne vais pas insister. Et puis maintenant, Sandrine faisait maintenant des rapports à Franck. Il dit que non, ah Franck, toi comment ta maman, hein, je suis là, je suis enceinte jusqu'à tant de mois, je n'ai pas la layette et tout, et tout, et tout. Ah, Franck maintenant parle avec sa maman. Il dit, oh maman, donc depuis là, toi, tu m'avais promis que tu devais faire quelque chose, tu n'as rien fait. Un bon matin comme ça, la maman de Franck vient garer devant la parcelle de Sandrine. Elle descend avec tout le matériel du bébé. Les bassines, les habits, les chaussures. Quand on dit tout, elle est venue avec. Elle a seulement déposé. Donc, d'un air nonchalant, elle a seulement déposé ça. Sandrine était contente. Sandrine a dit, ah, voici au moins ils ont pris ma grossesse au sérieux. Tu parles. 2 semaines, c'était même trop 1 semaine. Et comme ça, elle se sentait plus bien. Ah, le ventre me fait mal, le ventre me fait mal, le ventre me fait mal. Et finalement, ils sont allés à la clinique, elle a accouché. On appelle la maman de Franck. Ah, vraiment, ici, là, Sandrine a accouché. Donc, il faut venir voir l'enfant au moins et puis apporter quelque chose. Parce que le papa de Sandrine a dit, parce que moi, je peux payer pour ma fille. Mais pour sortir, il manque 32 000. Donc, si tu peux compléter un peu. Là, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est venue, elle a vu l'enfant. L'enfant était dans les bras de la marade de Sandrine. Elle a vu l'enfant. Elle a regardé l'enfant. Donc, d'un air vraiment dégoûté et tout cela. Donc, aucune émotion, rien, rien. Elle dit, ok, donc je passe à la caisse pour aller payer. C'est ce qu'elle a dit. Les infirmières sont venues pour voir Sandrine. Ah, mais Sandrine, mais toi, tu avais dit que quelqu'un devait passer payer. Depuis là, il n'y a personne qui a payé. Maintenant, ils appellent la maman de Franck. La maman de Franck dit, ah oui, vraiment, excuse-moi, j'ai des
courses à faire, mais je vais envoyer le petit frère de Franck pour venir payer. Il envoie le petit frère de Franck avec 15 000 francs DMG, 15 000. Le petit frère aussi vient, donne l'argent à la maman de Sandrine pour qu'elle paye. La maman de Sandrine dit, ah, mais pour sortir ici, c'est 32 000. Comment vous emmenez 15 000? Maintenant, le petit frère de Franck dit que non, maman a dit, prenez d'abord ça. Parce qu'actuellement, c'est un peu chaud sur elle, mais elle va compléter. Voilà comment la maman de Franck, non, la maman de Sandrine prend l'argent pour aller payer pour que Sandrine sorte. Les heures qui ont suivi, là, seulement l'enfant comme ça respirait de manière bizarre. Ah, on a dit, bon, comme l'enfant avait bu l'eau, on avait traité, c'était passé, on appelait donc l'infirmière. L'infirmière qui vient dire, ah non, donnez-lui seulement le sirop de la toux. Peut-être que c'est juste la toux qui lui fait ça. Quand on donne, ça a empiré. Quand ça a empiré, on a dit, ah non, comme c'est une clinique, on ne peut pas traiter ce genre de cas, emmener l'enfant au CHU. On emmène l'enfant au CHU. On n'a même pas touché l'enfant, l'enfant est mort. L'enfant est mort, DMG, l'enfant est mort. Un joli bébé, l'enfant est mort. Ah, le soir, Sandrine aussi attend. Ah, maman, depuis qu'elle était partie avec l'enfant, elle voit maman revenir, les yeux gonflés, son enfant. Mais maman, l'enfant est où? Oh non, l'enfant est mort. Sandrine est tombée par terre. On a comme ça à pleurer. On a comme ça à pleurer. Mon enfant est, mon enfant est, mon enfant est, mon enfant est. Et jusqu'à ce qu'ils ont tiré, ils ont appelé la maman de Franck, ils ont appelé Franck. Tout le monde était au courant que le bébé est parti. Maintenant, la marâtre de Sandrine a dit non, ça c'est une histoire, moi je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Et donc, elle va dans un groupe de prière. Dès qu'elle rentre, la maman prophétesse là, lui dit, oh, mais moi je viens de voir que toi tu as perdu un bébé. Mais pourquoi vous êtes en train d'insister? Hein? Cette dame-là, elle avait dit qu'il pleuve, qu'il neige, votre fille ne rentrera jamais dans sa famille. Donc, en gros, les 15 000 là qu'elle avait donné là, comme au premier tour, votre fille n'est pas morte sur le lit d'accouchement quand elle était enceinte, d'abord quand elle est venue déposer les premiers articles. Donc, elle a décidé, maintenant, en donnant les 15 000 là, c'est l'âme de cet enfant-là qu'ils ont acheté. Donc, DMG, il faut lire les événements. C'est le conseil un peu que je veux dire. Là, la fille, non seulement elle a assumé sa honte, on s'est moqué d'elle, elle a persévéré avec l'enfant. L'enfant est né, elle a eu des déchirures. Là, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Et la maman de Franck, donc ça ne la regarde pas si elle veut, elle appelle, si elle veut, elle n'appelle pas. Donc, c'était un peu la petite histoire. Que le Seigneur vous garde et vous protège. À plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. L'histoire, bonjour. C'est le jeune Ivoirien. C'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire des cadeaux. Faites beaucoup attention à des cadeaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes perdent leur vie à cause des cadeaux. Faites beaucoup attention. C'est deux histoires que je vais parler dans ce truc-là. Premièrement, c'est l'histoire d'une femme. Quand la femme s'est mariée, le mari, de son frère, les a fait cadeau de portrait. Le portrait de monsieur. Le portrait de monsieur, le mari de la femme. Il a fait un portrait. Portrait là, large comme ça. Maintenant, la femme a remarqué une chose. Quand elle est à la maison, c'est comme si le portrait là, ça regarde la femme. Des fois, le portrait, ça tourne les yeux. Des fois, même quand elle dit qu'elle est dans la chambre, le portrait est au salon, mais elle se rend compte que le portrait est dans la chambre. Maintenant, elle a dit à son mari elle a expliqué les trucs, mais son mari dit qu'il ne croit pas à ça, que c'est faux, peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Elle a raconté beaucoup de bêtises. La femme a pris le portrait là pour aller jeter. Elle revient à la maison,
portrait là est là. Elle dit elle l'a jeté beaucoup de fois. Le portrait là est toujours, ça revient toujours à la maison. C'est là, elle a pris le portrait maintenant pour venir faire Sonia. Sonia, comme elle a fait les trucs, elle a fait des blogs, elle est venue expliquer à Sonia. Sonia aussi a les prophètes, les jeunes prophètes qui travaillent à Sonia. C'est là, Sonia dit que ça là, c'est pas affaire de prophète. Parce qu'elle a appelé le prophète dit il n'est pas encore arrivé. Que ce qu'ils vont faire, qu'ils vont brûler, ou soit elle est partie prendre un couteau. C'est dans les yeux des portraits là. Sonia dit, elle était prête à piquer dans les yeux dans les yeux là. Le portrait là est changé automatiquement à un homme. C'était le frère de la femme là. Et le frère du mari de la femme là. Il dit tu veux me tuer? Tu es très méchante. Tu veux me tuer? Hein? Ça, tout le monde a déjà enfui d'abord. Après, ils sont revenus. Tu veux me tuer pourquoi? Il dit ouais. Quand on a vu que c'est moi, tu voulais te marier. Comme moi, je n'ai pas le grand moyen. Quand tu t'es marié à mon frère. Voilà pourquoi je l'ai envoyé le portrait ça là, comme cadeau. Et ce cadeau là, quand je rince mes yeux et ça, quand tu es nu dans la chambre, quand je te regarde, c'est incroyable. Bon, quelqu'un peut faire, c'est comme si il a mis la caméra sur la femme quoi. Tous les gestes que la femme fait, lui il voit. Sans se laver, il voit tout, lui il voit tout. Deuxième histoire, c'est l'histoire d'une vieille femme. Le jour de mariage de son fils et sa femme, elle a donné qu'on a chaussures, les chaussures tapettes des femmes là. Elle a dit à la femme de son fils, il faut porter ça. Il ne faut pas sortir ça à la maison seulement, il faut porter. Mais la femme aussi, bon, comme c'est sa belle-mère qui a donné chaussures là, la femme là portait ça chaque fois. Mais arrivé un moment, elle sortait ça. Mais elle a fait la remarque, chaque fois quand elle sort ça, quand elle rentre dans la voiture de transport là, elle rentre dans la voiture de transport, quand on a quelqu'un qui a mouru. Quand ça va dans un mariage, si on va dans un mariage, il y a une dame de compagnie va mourir. Ça, la femme, chaque jour, il va avoir un problème si elle porte les chaussures là pour sortir. C'est là la femme là est venue dire à Sonia. Sonia a fait appel à son prophète. C'est une jeune fille. À la prophétesse, elle est venue. À la prophétesse, ils ont dit d'appeler la belle-mère. Quand elle est venue, elle dit bon. Puis la jeune, la femme de ton fils dit que je suis là. Que voilà le problème que la chaussure l'a fait. Chaque fois qu'un porte je suis là, quand elle sort, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui meurt. C'est que je suis là, qu'elle ne veut plus. Qu'il faut prendre. La vieille, elle a dit, elle ne prend pas. Elle dit que c'est un cadeau, elle a donné. Quand elle a donné je suis là, la fille là, 4 ans de mariage, la fille n'a même pas fait. Chaque fois qu'elle prend grossesse, c'est la grossesse, 3 mois comme ça, 3 ou 4 mois, quand ça passe, 3-4 mois, ça passe. C'est là, le prophète dit d'accord, il faut nous envoyer pétrole et bois d'almette. La vieille a dit non, faut pas, ils vont me le faire ils vont me le faire dedans. Ils ont forcé quand ils ont mis feu là. Là, la vieille a commencé à crier.
C'est comme si le feu brûlait la vieille, quoi. C'est-à-dire que après elle a avoué que c'est parce qu'elle elle a dit à son fils qu'elle n'est pas mariée, que celle-là, qu'il y a il y a la fille à sa copine, que c'est elle, elle voulait que son fils n'a qu'à marier, et c'est celle-là, son fils est parti marier, que voilà pourquoi elle a fait ça. Elle ne veut pas que la femme, quand la fille la accouche. Maintenant, et les gens qui, quand elles sortent ça, et puis les gens là, meurent là, ça fait combien de vies elle a pris à cause de quoi? De jalousie inutile, paraître n'aime pas quelqu'un. Ok, c'était les deux histoires. Faites beaucoup attention aux cadeaux. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Donc, là, je vous fais une autre histoire pour vous raconter un peu comment ça se fait. Donc, je disais dans la précédente histoire que ma mère me disait que, voilà, j'avais un jumeau qui me pourrissait la vie et qu'on a dû le bloquer avec des rituels. Donc, en grandissant, si vous voulez, je n'ai jamais eu, je suis jamais allée dans une école ou quelque part où j'ai eu une vie normale. J'ai été, vous voyez les enfants qu'on persécute au primaire. J'ai été persécutée au primaire. J'ai été au collège, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Et au lycée aussi, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Mais il y a toujours eu un truc, si vous voulez, et je le sentais, qui dérangeait des fois les gens. Il y a des gens qui pouvaient me voir comme ça, qui ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, la personne ne m'aime pas. Donc je m'en foutais un peu. Et puis il y a des gens qui te disent, ah, quand on te voit, tu brilles. J'ai jamais, excusez-moi, j'ai jamais compris ce tu brilles. Voilà. Donc, en grandissant, vous savez, lorsque vous avez des ambitions, vous voulez réussir, pas en sortant avec des gens, mais vous voulez réussir dans la société, vous créez toutes les occasions possibles pour être dans les endroits où vous allez rencontrer des gens. Donc, une amie à moi m'invite à un dîner de gala du Rotary. Je m'arrange à y aller. Là-bas, je ne savais même pas ce que c'était que le Rotary, hein, la petite histoire. Donc, on me dit, oui, c'est un club et tout. Il n'y a rien de méchant. C'est comme une mutuelle. Il y a de l'entraide. Toi qui veux poursuivre tes études et tout, il y a de l'entraide. Je dis d'accord. Donc, j'y vais. Et là, quand j'y vais, j'arrive, je vois des gens qui me regardent en mode, waouh! C'est pas en mode, quelle belle fille, hein. Non, c'est en mode, vous voyez quand quelqu'un vient de voir quelque chose d'inattendu. Et il y avait des gens qui me regardaient de façon, c'est comme si j'avais porté un bijou trop précieux en fait. Voilà, c'est ça. Et là, je vois mon oncle, le frère de ma mère, qui est là. Il me dit, tu fais quoi là? Je dis, ben non, je suis avec une amie. C'est eux qui m'ont offert le billet d'entrée au gala et tout ça. Il me dit, ah ok. Il me dit, écoute-moi bien. Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois ici. Il me dit, à quoi? Il me dit, tu as compris. Tout ce qu'on va te demander ici de faire, tu ne fais pas. Moi, je le regarde en mode, il me parle de quoi même? Vous voyez, j'avais 21 ans. Je dis, il me parle de quoi? Il me dit que tout ce qu'on va te demander, si on te demande de remplir un papier ou d'écrire ton nom quelque part, tu ne fais pas. D'accord, d'accord. Donc, il s'arrange à s'asseoir avec moi. Et là, je vois des gens qui viennent, des hommes qui viennent. Bonjour, mademoiselle, ça va, ça va. Oh, vous étiez où depuis? Je ne comprends pas, je me dis, moi dans ma tête, je me dis, c'est des techniques de drague à 2 balles, je ne suis pas venue pour ça. Il me dit, vous connaissez ce que c'est que le Rotary? Je dis, non.
Il m'explique un peu. Il me dit, est-ce que vous voulez être parrainé? Et là, il y a mon oncle. Il dit, pardon, elle n'est pas venue pour ça. Il dit, mon gars, c'est quoi? Il dit, elle n'est pas venue pour ça. Il dit, attends, pourquoi tu te mets? Il dit, c'est ma nièce. Pas elle. Il dit, pas elle. Il dit, mais mon cher, il n'y a rien de mal. Il dit, pas elle. Il insiste, il dit, pas elle. Tous ceux qui veulent venir disent non. Il dit, mais toi, tu sais que tu as quelqu'un comme ça, tu la emmènes pas. Il dit, pas elle. Elle n'est pas venue pour ça. Il dit, ah. Il dit, avec ce qu'elle a là. Il dit, elle n'est pas venue pour ça. Et moi, il me dit, finis de manger ici, là, tu rentres. Je ne veux plus te revoir ici. Donc, moi, je pars, je me dis, c'était bizarre, vous voyez. Mais je ne fais pas le lien. Quelques années plus tard, je travaille dans un hôtel de la place. Et là, on organise une rencontre des francs-maçons. Tous les francs-maçons de tous les horizons étaient là. Donc moi, je travaille à l'administration. Et là, avant que on l'appelle quoi, le grand maître n'arrive, il y a un tourbillon devant l'entrée de l'hôtel. Un tourbillon. Alors on regardait, on se disait, et c'est quoi? Un tourbillon, il n'a pas arrêté de tourbillonner. Le ciel était clair. Il n'y avait pas le vent de la pluie. Le ciel était bleu. Le soleil brillait au zénith. Mais le tourbillon de poussière était là. Il tournait, il tournait. Donc, mes collègues, ils vont. Moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas, je reste dans le bureau. Et là, il y a des membres qui descendent, qui avaient besoin de photocopies. T'as un, quand il arrive devant la porte, il me voit, pac, il cale. Je regarde. Il dit encore, lui aussi, il a quoi? Il dit, lui aussi, il a quoi? Il vient s'asseoir devant moi. Il me dit, ah, bonjour, bonjour. Et là, je vois qu'il a les yeux qui brillent. Et je regarde derrière moi, je dis, regarde quoi qu'il attire comme ça. Et là, il me dit, bonjour, j'aimerais des photocopies. Je dis, il n'y a pas de souci. Il me dit, vous travaillez ici? Je dis, oui. Il dit, mais ça fait 3 jours que nous sommes là, on vous a jamais vu. Je dis, non, mais parce que je suis en bas. D'accord. Et là, il me dit, vous connaissez la franc-maçonnerie? Je dis, oui, j'entends parler. Il me dit, ça vous dirait d'être parrainé? Je peux vous expliquer un peu comment ça se passe. Et il me dit, voilà, j'ai des bouquins, vous pouvez les lire, que vous fassiez une idée. Je dis, non, mais ça ne m'intéresse pas. Il dit, s'il vous plaît, c'est juste une confrérie d'entraide et tout. Je pense que vous avez votre place. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il dit, vous êtes sûr? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Et là, il y a son collègue qui vient l'appeler. Et là, c'est lui qui m'a dit, quand il voit, il fait, waouh! Waouh! Son ami dit, tu vas lui faire peur. Il dit, non, tu as vu ce qu'elle a? L'autre lui dit, tu vas lui faire peur. Il dit, tu as vu? Il dit, j'ai vu. Mais ce que tu fais là, c'est pas bon, tu vas lui faire peur. Il dit, mais non, elle-même, elle ne sait pas, on dirait. Là, je les regarde, je dis, de quoi parler? Il dit, l'autre, il dit, celui qui avait crié, waouh! Il dit, mais vous trimballez un bijou? Je dis, pardon? Il dit, votre étoile. Mais votre étoile brille. L'autre lui dit, mais ne fais pas ça, tu vas lui faire peur. Il dit, non, il faut qu'elle sache. Votre étoile brille. Il dit, mademoiselle, votre étoile brille. Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais votre étoile brille. Il regarde son ami. Il lui dit, tu attends quoi pour la recruter? L'autre lui dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Si tu vas lui faire peur. Je lui ai dit que je ne suis pas intéressée. Et là, il me dit, non. Mademoiselle, vous savez, il y a la confrérie des hommes et la confrérie des femmes. Je vous laisse le bouquin. Lisez-le. Et là,
Il y a mes collègues qui arrivent et tout ça là, qui disent ah, mais pourquoi seulement elle? Ils disent que non, chaque être humain, il leur dit, les messieurs leur disent, chaque être humain est fait différemment. Et un de mes collègues hommes, lui, il voulait à tout prix entrer dans la franc-maçonnerie. Il voulait entrer. Et donc, quand il arrive, il croise les messieurs, il suit la discussion, que eux, ils sont en train limite de me supplier d'entrer. Et lui dit, mais moi, je voudrais entrer. Ils disent, pas vous. Excusez-moi, je rigole, mais j'ai le souvenir. Il dit, pas vous. Et moi, je le regarde en même temps, hein. Je suis désolée. Quand je l'ai regardé, au fond de moi, je me suis dit, toi qui es piètre et médiocre, là, tu vois que eux, ils ont besoin, eux aussi, dans leur truc, ils ont besoin de l'élite, quoi. Ils ont besoin des gens, quand même, je sais pas, qui ont un certain niveau, vous voyez. Parce que tous ceux qui étaient là, c'était que des gens brillants. Je n'ai pas vu quelqu'un qui avait un niveau intellectuel moindre, vous voyez. Ces gens qui étaient là, qui étaient venus des quatre coins, là, ils avaient une éloquence et quand ils parlaient de sujets, tu sentais que, ouais, les gars, ils ont des bacs plus, vous voyez. Et donc, mon collègue, là, il n'a jamais, on dit, il n'a jamais été futé, hein, il n'a pas créé l'eau chaude, vous voyez. Et lui, il était là, moi, je veux entrer, je veux avoir l'argent. Ils ont dit, pas toi. Ils disent, nous, c'est tel qu'on veut. J'ai dit non. Ils m'ont dit, écoutez, celui qui me parlait avec douceur, pas l'autre qui était là, ouais, qui s'agitait. Et lui, celui qui me parlait avec douceur, qui voulait me recruter, il dit à l'autre, tu vas l'effrayer. À moi, il a dit, je vous laisse le bouquin. C'est des copies. Jetez-y un œil et si vous avez des questions, nous sommes là-haut. Vous pouvez venir. J'avais jeté juste un coup d'œil. Quand j'ai vu des trucs où trucs d'initiation, on parlait des chambres humides, des trucs qu'il ne faut pas entrer avec bijoux, robe blanche et tout. J'ai fait, c'est bon. J'ai dit, la curiosité est un vilain défaut, mais je voulais voir à peu près. Quand j'ai lu ça, que c'est quel terme qu'ils utilisent même là. J'ai oublié si c'est l'intendant ou je ne sais pas quoi. Quand j'ai lu là, qu'il y a des chambres humides où on va discuter, voilà, il ne faut pas mettre des bijoux, il n'y a aucun bijou qui rentre là-bas, les sandales ne rentrent pas, il faut mettre une robe blanche, il faut avoir fait des bains de purification. J'ai fait, c'est bon. Il dit, c'est bon, j'ai déposé. J'ai déposé et j'ai évité tout cela qui parlait de l'étoile ou de quoi. Déjà, et ça, c'est une autre histoire avec laquelle je vais revenir. J'avais un ex qui me disait, tu as un troisième œil qui est ouvert. Et je lui disais, j'ai pas de troisième œil. Et en fait, lui, c'était sa façon à lui de dire, ton étoile est forte. Et c'est celle-là qui te donne des visions, c'est celle-là qui te donne les clés. Et lui, cet ex, il a voulu travailler avec mon étoile. Et ça fera l'objet d'une autre histoire. À bientôt la famille. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, coucou à toute la communauté. N'hésitez surtout pas de liker, commenter, partager autour de vous. Et il y a aussi DMG Productions. N'hésitez surtout pas à vous abonner là-bas. Il y a de très beaux films qui passent là-bas. Tous les lundis, je pense. Et voilà. Aujourd'hui, DMG, je reviens avec une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un ami à moi. Il me racontait ça, voilà, récemment, là, il n'y a même pas 2 jours. Il me disait, que moi, mon rêve, là, c'était de rentrer vraiment à la fonction publique, hein. Ouais, voilà, l'entrepreneuriat, ça s'est imposé à moi et tout et tout. J'ai dit, bon, comment ça? J'ai dit, il fut une époque où j'étais gérant de OM, MTN et autres, là, les Mobile Money. Quand j'étais gérant, toutes mes commissions, toutes mes, voilà, on va dire mon salaire là, je mettais toujours ça de côté. Et il y a une tante aussi qui me complétait, je passais les concours. Mais je passe les concours, je change de concours, je repasse. Résultat mauvais. Jusqu'à après, je suis rentrée dans les histoires de CQ. Quand on dit un CQ qui est sûr,
je me mets dedans. Une fois, on a trouvé un circuit même avec même un informaticien. Les informaticiens qui sont censés entrer les données et tout et tout. On dit, le circuit là, celui-là, c'est un bon circuit. Le monsieur a demandé 2 millions. Ok. On a accepté, on s'est mis là-dedans. Et peut-être 3 jours avant, le monsieur il me disait que, le monsieur il m'a appelé, l'informaticien, il dit, vraiment, mon gars, cette fois-ci là, c'est propre. Faut commencer à péter les bouteilles parce que cette fois-ci là, vraiment, ton nom est hier. Il faut même pas avoir peur. Donc lui, il était tellement confiant. Il a appelé ses gars, ils sont sortis, ils sont allés faire la fête. Le résultat n'est pas encore sorti à DMG. Il a appelé ses gars, ils sont allés faire la fête et tout. Jour du résultat, il part voir son nom n'est pas dedans. Son nom n'est pas dedans, comment? En temps, c'était son dernier fonds même il avait pris pour passer ce concours en question. Donc il était vraiment dépouillé, il était désespéré. Franchement, il n'y croyait même pas. Dans son désespoir, il appelle le gars et lui dit, mais mon frère, que tu m'avais dit que ton informaticien là, c'était bon et tout. Il dit, vraiment, moi-même, j'ai pas eu même la force de t'appeler, hein. Mon informaticien là, un jour avant le truc, on dit qu'il a fait quoi, et donc il a été viré. Il était viré parce que, voilà, il était soupçonné de fraude et tout, de falsification. Il a été viré. Donc, il a été viré là. Ça veut dire que ton nom peut même pas apparaître là-bas, même pas magie. Donc, il était tellement désespéré et tout. Donc, il s'est mis à postuler un peu de partout avec son petit BTS qu'il avait à l'époque. Il a commencé à postuler. Et vraiment, ça a commencé à aller. Il a trouvé un boulot et tout. Et une fois, dans ses missions, il s'est retrouvé dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Grand Lao. Et il est allé croiser son oncle, un de ses oncles qu'il avait perdu de vue vraiment il y avait très très longtemps. Il a croisé son oncle, ils ont essayé d'échanger, papoter. Et l'oncle maintenant lui dit, mais tu deviens quoi et tout. Il dit, vraiment oncle, vraiment, moi les histoires de fonction publique là, les concours, j'ai essayé jusqu'à fatiguer. Je n'ai pas eu gain de cause là-bas. Donc actuellement là, je me débrouille dans une société là, actuellement là, bon, je suis en CDD, on m'a pris, voilà, je me débrouille là-bas. Et l'oncle lui a dit, c'est pas étonnant, hein, que c'est vrai que vraiment on s'est perdu de vue et tout depuis des années, mais il faut que je te raconte une anecdote, un truc qui s'est passé. Il dit, bon? Il dit oui. Il dit, tu sais que quand j'étais enfant là, avec ton oncle tel, il a donné le nom de son oncle là, c'était le dernier de la famille. Il dit, ta grand-mère nous a pris à aller consulter, aller chez les marabouts, faire des consultations. Et puis on a vu un fétiche, on a parlé avec un fétiche et tout. Bon, disons c'est ta grand-mère qui a parlé avec le fétiche, ma maman quoi, qui a parlé avec le fétiche. Et ta maman a dit que comme elle avait 2 fils, qui étaient vraiment déjà très grands parce que la grand-mère a fait les enfants jusqu'à un peu tard. Donc elle avait des grands enfants, il y avait un qui était dans la fonction publique, qui était un instituteur, qui travaillait, mais il n'avait jamais d'argent. À chaque fois qu'elle lui demandait l'argent, il dit, j'ai pas. À chaque fois qu'elle lui demandait l'argent, il dit, j'ai pas. Et elle avait un autre de ses fils, qui était, entrepreneur, il faisait un homme d'affaires, quoi. Il faisait des affaires, au fait. Et quand elle demande de l'argent à ce dernier-là, il faisait l'effort, vraiment, de toujours répondre présent. Donc, elle ne l'a jamais sollicité et puis sorti sans gain de cause, quoi. Donc, quand elle allait voir le féticheur, elle a dit que elle a demandé au fétiche là que elle veut avoir beaucoup d'enfants garçons parce qu'elle avait de très grandes plantations avec son mari. Elle dit qu'elle veut beaucoup d'enfants garçons et tout.
Et de ses enfants garçons, elle veut pas que un de ses enfants s'asseye dans le bureau. Voilà. La manière de parler des personnes âgées, quoi. Que je veux pas un de mes enfants dans le bureau. Je veux mes enfants faire des affaires. Ils sont sur le terrain, ils font des affaires. Ce sont des entrepreneurs. Ils travaillent pas pour quelqu'un, ils travaillent pour eux-mêmes. Que je veux que personne, aucun de mes enfants ne soit assis dans un bureau, même quelque part. Ça veut dire être dans un bureau, attendre un salaire chaque mois. Elle dit qu'elle veut pas que aucun de ses enfants, ni de sa descendance même là, puisse avoir ça. Donc quand l'oncle a fini de lui dire ça, en même temps, bon, il a commencé à se rappeler de tous ses échecs. Et il a commencé aussi à regarder autour de lui. Quand il regarde son papa à lui-même, son papa était un entrepreneur, vraiment un businessman, quoi. Il faisait ses business, il gagnait très très bien sa vie. Il gagnait très 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 bien sa vie. Et voilà. Quand il regarde ses oncles et tout, quand il regarde, parce qu'il y a beaucoup de garçons dans leur famille, quand il regarde ses oncles, il regarde même lui et ses frères, il voit que effectivement, il y a vraiment personne qui est à la fonction publique, quoi. Ou bien qui travaille dans un service tout court, salarié tout court. Tout le monde fait ses affaires, tout le monde est businessman, tout le monde est entrepreneur. Et voilà, leur vie va très très bien. Donc comme quoi, souvent il y a des pactes que nos parents, notre ascendance tissent des pactes. Et puis bon, ça agit sur nous, hein, ça agit sur nous. Si on n'a pas une vie vraiment de spiritualité, parce que j'ai pas vraiment parlé de religion, si on n'a pas une spiritualité vraiment intense et élevée, voilà, on passe à côté de beaucoup de choses. Voilà, c'était un peu ça la petite histoire. N'hésitez pas de commenter, mettez vos commentaires et puis dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce que moi pour le coup je trouve que c'est mystique, parce que on va dire que c'est tout ce que la mère a eu à dire au fétiche, toutes les rencontres au fétiche qu'elle allait faire et tout, c'est ça qui réjaillit sur eux, quoi. Voilà, allez, bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.